Loretta Kane, femme de ménage noire, reçoit une invitation à un gala de la part d'un millionnaire. Mais tout cela n'était qu'une mauvaise plaisanterie. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'elle se présenterait comme une véritable reine. Et quand elle a révélé qui elle était vraiment, toute l'élite est restée bouche bée. Loretta tenait l'enveloppe dorée entre ses doigts tremblants, à 2 doigts de la laisser tomber. Après 15 ans passés à récurer chaque recoin du manoir Ravenshaw, elle reconnaissait bien le papier épais et le raffinement des invitations que Griffin envoyait à ses riches amis. Mais cette fois, son nom était écrit en lettres dorées. Griffin Ravenshaw a le plaisir de vous inviter à la soirée de bienfaisance annuelle de Sutton Ridge. Son cœur s'emballa, et une boule se forma dans sa poitrine. Pourquoi l'avait-il invitée? Griffin ne la regardait même pas lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs du manoir. En vérité, il la traitait comme un meuble, utile, mais invisible. Elle se souvenait de la dernière fois qu'il lui avait adressé la parole. « Tu as oublié de nettoyer le cendrier sur la table en marbre. Ne recommence pas, Loretta. Mon père détestait la négligence. » Ses mains devinrent moites. Elle connaissait Griffin depuis assez longtemps pour savoir que derrière son sourire hypocrite se cachait toujours une intention méprisante. Le téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. « Loretta? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une drôle de voix, » dit Margot, sa seule véritable amie en ville. « Margot, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Griffin m'a invité à sa soirée annuelle. » « Attends, quoi? Il t'invite même pas à boire un café avec la famille, et là, il te convie à un gala? C'est pas net. » Loretta s'assit au bord du lit, se frottant le visage d'une main lasse. « Je sais exactement ce qu'il cherche, Margot. Il veut m'humilier devant tous ces snobs. Imagine, la femme de ménage débarquant en robe de soirée. Ils vont se foutre de moi. Alors n'y va pas, aussi simple que ça. » « Non, Margot. » La voix de Loretta se raffermit. « Cette fois, je vais pas fuir. J'en ai marre d'être traité comme si je valais rien. J'en ai marre de baisser les yeux et de faire semblant de ne rien entendre. » Après avoir raccroché, Loretta se dirigea vers la petite armoire de sa chambre. Tout au fond, soigneusement emballée dans un plastique, se trouvait la seule robe élégante qu'elle possédait. Noire, sobre, mais bien coupée, elle mettait en valeur sa silhouette. Elle l'avait achetée 3 ans plus tôt, avec l'argent gagné en faisant des heures supplémentaires le week-end. Le soir du gala, Loretta se prépara avec un soin qu'elle n'avait pas pris depuis longtemps. Elle coiffa ses boucles avec attention, appliqua un rouge à lèvres bordeaux qui sublimait sa peau, et enfila la seule paire de boucles d'oreilles en perles qu'elle possédait, un héritage de sa mère. En se regardant dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. Elle était magnifique. Le taxi s'arrêta devant l'entrée principale du manoir Ravenshaw. Loretta inspira profondément, régla la course et descendit de voiture. La porte d'entrée était grande ouverte, et elle pouvait apercevoir les invités discuter avec animation, coupe de champagne à la main, riant de ce rire forcé propre à la haute société. Tous étaient vêtus avec élégance, parée de vêtements de luxe et de bijoux, valant bien plus que ce qu'elle gagnait en une année. Lorsqu'elle franchit la porte, l'effet fut immédiat. Les conversations s'éteignirent peu à peu, comme une vague silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle, entre stupéfaction et mépris. Griffin se tenait près de l'escalier en marbre, en grande conversation avec un groupe d'hommes d'affaires. En la voyant, il afficha ce sourire cruel qu'elle connaissait si bien. « Regardez qui a eu l'honneur de nous rejoindre ce soir », lança Griffin d'une voix assez forte pour être entendue dans toute la pièce. « Notre chère et dévouée femme de ménage. » Des rires discrets s'élevèrent, des regards complices se croisèrent, accompagnés de chuchotements mesquins. « Elle a vraiment osé venir », murmura Catherine Aldridge, l'épouse du maire. « Quelle audace !» répondit Eleanor Blackwood. « Certaines personnes ne savent décidément pas rester à leur place. »
Imaginez, la domestique qui se prend pour l'une des nôtres, ajouta Richard Sutton, président de la banque locale, tout en vidant sa coupe de champagne. Loretta avança dans la pièce la tête haute, sentant chaque regard comme une aiguille sur sa peau. Mais elle ne laissa rien paraître. Au contraire, quelque chose dans sa posture attira l'attention. Une assurance magnétique, presque dérangeante. Griffin s'approcha, le sourire toujours vissé aux lèvres, avec cette démarche faussement amicale. « Loretta, quelle merveilleuse surprise de te voir ici. J'espère que tu profites bien de notre petite réunion. » Elle le fixa droit dans les yeux, sans ciller. « Merci pour l'invitation, Griffin. Ou devrais-je dire, mon cher demi-frère. » Le sourire s'effaça instantanément du visage de Griffin. Certains invités proches, ayant entendu la phrase, cessèrent de boire et se tournèrent vers eux, intrigués. « De quoi parles-tu exactement, Loretta ?» Loretta sourit pour la première fois de la soirée. Un sourire mêlé de douleur ancienne et de satisfaction profonde. « Je crois qu'il est temps que vous sachiez tous ici qui je suis vraiment. » Griffin tenta de rire, mais le son qui sortit fut forcé, nerveux. « Loretta, je crois que tu as un peu abusé du champagne. Tu veux que je demande à quelqu'un de te raccompagner? Tu n'as clairement pas l'air dans ton état. » « Au contraire, Griffin, je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. » Loretta retira lentement une fine chaîne de son cou. Au bout pendait une bague en or gravé du blason des Ravenshaw, le même symbole que l'on retrouvait partout dans le manoir. « Tu reconnais ça ?» Le visage de Griffin pâlit instantanément. Ses mains tremblaient légèrement. Il connaissait parfaitement cette bague. C'était celle que son père, Charles Ravenshaw, portait tous les jours, celle qui avait mystérieusement disparu après sa mort. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda Griffin, en tendant la main vers la bague, que Loretta retira rapidement. « Mon père me l'a donnée, Griffin. Charles Ravenshaw, ton père et mon père, me l'a remise à l'hôpital St. Mary, 3 jours avant sa mort. Il était dans la chambre 237, tu t'en souviens? Tu venais à peine lui rendre visite. » Les invités commencèrent à s'approcher, formant un cercle autour d'eux. La musique s'était arrêtée et un silence lourd flottait dans l'air. Tous voulaient entendre chaque mot de cette scène incroyable. « Tu mens !» hurla Griffin, la voix instable. « Jamais mon père n'aurait donné cette bague à une femme de ménage. » « À une femme de ménage, non, mais à sa fille, oui. » La voix de Loretta résonna dans la pièce. « Docteur Samuel Morrison, je sais que vous êtes ici. Pourriez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît ?» Un homme âgé, aux cheveux entièrement blancs et portant des lunettes, s'approcha avec hésitation. C'était le médecin de la famille Ravenshaw, depuis plus de 20 ans, respecté dans toute la ville de Sutton Ridge. « Docteur Samuel, vous souvenez-vous de moi ?» demanda Loretta d'un ton calme. Le médecin la fixa, et ses yeux s'emplirent d'un éclair de reconnaissance. « Oui, je me souviens très bien. Vous veniez souvent voir Charles à l'hôpital durant ces derniers jours. Vous parliez pendant des heures. Et vous souvenez-vous de la véritable cause de sa mort ?» Le docteur jeta un regard inquiet vers Griffin, puis revint vers Loretta. Ses mains tremblaient, visiblement. « Je ne sais pas si je peux… » « Docteur, le moment est venu de dire la vérité, » dit Loretta avec fermeté, mais sans agressivité. « Mon père n'est pas mort d'une crise cardiaque, n'est-ce pas? Dites-le à ces gens. » Le médecin baissa la tête, visiblement tourmenté. Après un long silence, il prit la parole. « Non, Charles n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il a été empoisonné. Lentement, sur plusieurs mois. Quand j'ai enfin compris ce qu'il se passait, il était déjà trop tard pour le sauver. » Un murmure de stupeur se propagea dans la salle comme une vague. Plusieurs femmes portèrent la main à leur bouche, choquées. Des hommes se penchaient les uns vers les autres, chuchotant nerveusement. Griffin, lui, transpirait abondamment. « C'est absurde !» s'écria Griffin, au bord de la panique. « Il est sénile ! Il ne sait plus ce qu'il raconte. »
Je ne suis pas sénile, Griffin, répondit le docteur d'une voix soudain plus assurée. Et tu le sais très bien. Tu m'as proposé 50 000 $ pour falsifier le certificat de décès de ton père. Tu m'as dit que c'était pour éviter un scandale familial. Mais j'ai conservé tous les vrais résultats d'analyse sanguine. J'ai les preuves de l'empoisonnement. Loretta sortit un dossier en cuir de son sac. Et j'ai des copies de tout, y compris du Nouveau Testament que mon père a rédigé 2 semaines avant sa mort. Il y reconnaît que je suis sa fille légitime et me lègue la moitié de la fortune des Ravenshaw. Un testament? Quel testament? Celui que tu as essayé de cacher et de détruire, Griffin. Mais l'avocat en a fait 3 copies. Une est avec moi, une autre est dans le coffre de la banque, et la 3e est entre les mains de la justice. La foule explosa en conversations animées. Les voix se mêlaient, formant un tumulte d'indignation et de surprise. Elle est vraiment la fille de Charles? Griffin a empoisonné son propre père? Pour de l'argent? C'est le plus gros scandale de l'histoire de Sutton Ridge. J'ai toujours trouvé bizarre la mort de Charles. Griffin tenta de s'éloigner, mais les invités le cernèrent, tous avides d'en entendre plus. Loretta continua. Mon père a regretté profondément de m'avoir abandonné à ma naissance. Il m'a retrouvé quand j'avais 20 ans et m'a offert un poste dans sa maison pour pouvoir se rapprocher de moi sans éveiller les soupçons. Il comptait me reconnaître publiquement et m'intégrer officiellement à la famille. Mais quelqu'un l'en a empêché. Elle fixa Griffin droit dans les yeux, les siens brillants d'une douleur maîtrisée et d'une détermination implacable. Quelqu'un qui a préféré tuer son propre père plutôt que de partager l'héritage avec une sœur. Griffin était maintenant adossé contre le mur, le souffle court, le visage rougi par le désespoir. « Tu ne peux rien prouver. »« Oh, si, Griffin, et ce n'est que le début de ce que je vais révéler. » Loretta fit discrètement 2 personnes qui attendaient près de l'entrée du salon. Une femme blonde, d'environ 40 ans, munie d'un ordinateur portable et d'une caméra, et un homme asiatique en costume sombre, portant une mallette épaisse, s'avancèrent d'un pas assuré. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Ivy Carr, journaliste d'investigation au New York Herald, et maître Ethan Zhang, avocat spécialisé en criminalité financière et fraude corporative. » Griffin tenta de s'élancer vers la sortie, mais plusieurs invités, trop captivés par la scène, bloquèrent instinctivement son passage. Ivy alluma un projecteur portable qu'elle avait apporté. Des documents et des tableaux s'affichèrent immédiatement sur le mur blanc de la pièce. « Mesdames et messieurs, au cours des 8 derniers mois, notre équipe a mené une enquête approfondie sur toutes les entreprises et fondations liées au nom Ravenshaw. Ce que nous avons découvert est choquant, bien au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. La première image montrait des relevés bancaires détaillés et des transferts suspects. Griffin Ravenshaw a détourné, de manière systématique, plus de 50 millions de dollars de diverses fondations caritatives au cours des 5 dernières années. De l'argent qui aurait dû aller aux hôpitaux, aux écoles et aux orphelinats. Des murmures indignés se propagèrent dans la pièce. Plusieurs des personnes présentes avaient donné généreusement à ces institutions. « C'est un mensonge éhonté !» hurla Griffin, désespéré. « Ces documents sont des faux. C'est un complot monté de toutes pièces. » Ethan Zhang ouvrit sa mallette et en sortit des centaines de documents parfaitement classés. « Monsieur Ravenshaw, nous avons également des preuves irréfutables de pots de vin versés à au moins 12 élus locaux, d'évasion fiscale systématique, de fraude sur les marchés publics et de blanchiment d'argent via des sociétés écrans. » La projection suivante montrait des photos nettes de Griffin lors de réunions secrètes, remettant des enveloppes épaisses à des hommes en costume. Ces photos ont été prises au cours de l'année écoulée par des détectives privés. Ici, par exemple, on voit Griffin verser 300 000 $ au président du conseil municipal afin de s'assurer le contrat de construction du nouveau pont de la ville. « Mon Dieu !» murmura Catherine Aldridge, une main sur la poitrine.
J'ai personnellement donné 50 000 $ à cette fondation pour enfants démunis le mois dernier. Nous avons tous donné généreusement, ajouta Eleanor Blackwood, la voix tremblante de colère. Mon mari a versé 100 000 $. Et moi, j'ai contribué à hauteur de 20 000 pour les travaux du nouvel hôpital pédiatrique, lança Richard Sutton, jetant désormais un regard de dégoût à Griffin. Griffin était cramoisi, en sueur, tremblant de rage et de panique. « Vous n'avez pas le droit. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Je suis Griffin Ravenshaw. J'ai bâti cette ville. » « Tu étais Griffin Ravenshaw, » répondit Loretta, avec un calme glaçant. « À présent, tu n'es plus qu'un criminel ordinaire qui va devoir répondre de ses actes. » Ivy passa à une nouvelle série de documents projetés à l'écran. Voici une série d'emails envoyés par Griffin à son avocat personnel, Marcus Rothwell. Dans ces échanges, il avoue explicitement avoir empoisonné son père, détaillant comment il lui administrait de petites doses d'arsenic dans sa nourriture durant plusieurs mois. « Mais comment avez-vous obtenu ces emails ?» demanda une voix dans la foule. « L'avocat lui-même a choisi de coopérer avec la justice », expliqua Ethan. Lorsqu'il a découvert que Griffin prévoyait également de l'éliminer pour faire taire les témoins, il a tout remis aux autorités. À cet instant, des sirènes commencèrent à retentir au loin. Par la fenêtre, on apercevait déjà les voitures de police s'arrêter devant le manoir. Le commissaire Robert Hayes entra dans la pièce, accompagné de 6 agents, les menottes à la main. « Griffin Ravenshaw », déclara-t-il d'une voix solennelle. « Vous êtes en état d'arrestation pour les crimes suivants. Meurtre avec préméditation, fraude, association de malfaiteurs, évasion fiscale, blanchiment d'argent, corruption et trafic d'influence. » Griffin, en panique totale, tenta une dernière fois de fuir, mais trébucha sur sa propre arrogance et s'effondra lourdement sur le sol en marbre. Les policiers le relevèrent sans ménagement et lui passèrent les menottes. « Vous ne pouvez pas faire ça !» cria-t-il, traîné hors du salon. « J'ai des relations, je sortirai de prison, je me vengerai de vous tous. Toi la première, Loretta. » Les invités restèrent figés, en silence. Beaucoup filmaient la scène avec leur téléphone. En quelques minutes, les vidéos feraient le tour des réseaux sociaux et en quelques heures, le monde entier connaîtrait la chute de l'empire Ravenshaw. Loretta, immobile au centre de la pièce, regarda Griffin disparaître. Elle ne ressentait ni joie, ni triomphe. Juste un profond soulagement et la sensation que justice avait enfin été rendue. « Loretta !» dit une voix hésitante derrière elle. C'était Margaret Thornton, la mondaine la plus influente de la ville. « Je voudrais m'excuser. Nous t'avons traité de façon horrible pendant toutes ces années. Nous ne savions pas. »« Si, vous saviez, » répondit Loretta sans colère, mais avec fermeté. « Vous saviez exactement comment vous me traitiez. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que je ne méritais pas ça. » Dehors, les sirènes résonnaient toujours. Les journalistes arrivaient déjà, attirés par le plus grand scandale de l'histoire de Sutton Ridge. Le nom des Ravenshaw, autrefois synonyme de pouvoir et de respect, serait désormais à jamais lié au crime et à la corruption. 6 mois après l'arrestation de Griffin, Loretta était assise dans le fauteuil de direction qui appartenait autrefois à son demi-frère criminel. Le bureau principal de Ravenshaw Industries avait été entièrement transformé. Les murs sombres en bois avaient laissé place à une peinture blanche éclatante, des plantes vertes ornaient chaque recoin, les fenêtres restaient grandes ouvertes pour laisser entrer la lumière naturelle et l'air frais, et les portraits sombres des ancêtres avaient été remplacés par des photographies d'employés souriants. « Madame Loretta », dit Carlos Mendoza, qui, 6 mois plus tôt, n'était que l'agent d'entretien et qui occupait désormais le poste de responsable des ressources humaines. Les résultats financiers du dernier trimestre viennent d'arriver. L'entreprise a connu une croissance impressionnante de 30% et le taux de satisfaction des employés atteint 95%.
Loretta sourit, sincère. C'est fantastique, Carlos. Et comment les employés vivent-ils tous ces changements? C'est le jour et la nuit, Madame Loretta. Depuis que vous avez doublé les salaires, mis en place une couverture santé complète pour les familles, créé une crèche sur le site pour les enfants et instauré le programme de participation aux bénéfices. Tout le monde travaille avec fierté et motivation. Loretta avait révolutionné toute la culture de l'entreprise. Elle avait licencié tous les cadres corrompus qui collaboraient avec Griffin et promu des employés honnêtes et compétents autrefois ignorés. Elle avait lancé un programme de bourse d'études pour les enfants du personnel, un fonds d'urgence pour les familles en difficulté et établi des partenariats avec les écoles locales pour des stages rémunérés. Madame Loretta, dit sa nouvelle secrétaire, une personne dans la salle d'attente souhaiterait vivement vous parler. C'était Margot, son amie de toujours, qui entra dans le bureau avec un sourire radieux, les yeux brillants de fierté. Loretta, je ne trouve pas les mots pour dire à quel point je suis fier de toi. Tu n'as pas seulement lavé ton honneur, tu as transformé toute cette ville. Les gens parlent de toi avec respect, avec admiration. Merci, Margot. Mais je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Reconstruire la confiance et réparer les dégâts causés par Griffin. Ça ne se fait pas en un jour. Margot s'installa en face d'elle. Et les enfants de Griffin? Ils t'ont contacté? Oui. Mélissa et Robert sont venus me voir la semaine dernière. Ce fut une conversation difficile, mais nécessaire. Ils m'ont présenté des excuses sincères pour les crimes de leur père et m'ont dit vouloir travailler honnêtement pour aider l'entreprise à grandir, de manière éthique. Tu leur fais confiance? Oui, ils sont jeunes et ils ne sont pas responsables des actes horribles de leur père. Tout le monde mérite une seconde chance de prouver qui il est vraiment. Quelqu'un frappa doucement à la porte. C'était Linda Morrison, l'assistante sociale, accompagnée de 2 enfants qui se cachaient timidement derrière elle. Loretta, je te présente Emma et Lucas Rodriguez. Ce sont les 2 enfants que tu as choisi d'adopter. Loretta se leva aussitôt et s'agenouilla pour se mettre à leur hauteur. Emma avait 8 ans, les cheveux bouclés, châtains et de grands yeux curieux. Lucas, 5 ans, était plus réservé et serrait fort la main de sa sœur. « Bonjour, mes chéris. Vous voulez qu'on aille découvrir la maison où on va vivre ensemble ?» Les enfants esquissèrent un sourire timide. Emma, la plus grande, prit son courage à 2 mains et demanda « Tu vas être notre vraie maman? Pour toujours ?»« Oui, ma belle, pour toujours et à jamais. Vous ne serez plus jamais seule. » Lucas s'approcha et chuchota. « Tu vas nous donner à manger tous les jours ?» Le cœur de Loretta se serra à l'idée que ses enfants avaient connu la faim. « Oui, mon ange, il y aura à manger, des vêtements, des jouets, une école, et surtout, beaucoup, beaucoup d'amour. » Plus tard dans l'après-midi, après que les enfants soient partis avec l'assistante sociale récupérer leurs affaires, Loretta reçut une lettre venue de la prison d'État. C'était de Griffin. Elle hésita longuement avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient légèrement. « Loretta, je sais que tu dois me détester, et je ne t'en voudrais pas. J'ai fait des choses impardonnables. J'ai tué notre père par pure cupidité. J'ai détruit la vie de centaines de personnes. J'ai volé l'argent d'enfants dans le besoin. Mais je veux que tu saches que je regrette profondément. Tu es en train de faire un travail bien meilleur que tout ce que j'ai jamais accompli. Tu montres que notre nom peut encore signifier quelque chose de bien. Je ne te demande pas pardon, mais j'espère qu'un jour, tu pourras trouver la paix. Griffin. Loretta replia la lettre avec soin et la rangea dans le tiroir de son bureau. Elle ne ressentait pas de haine envers Griffin, seulement une immense tristesse face à une vie gâchée par l'avidité et le pouvoir. Par la fenêtre de son bureau, elle pouvait voir la nouvelle place publique qu'elle avait fait construire. Des enfants y jouaient joyeusement pendant que leurs parents discutaient sur les bancs. Des familles entières se promenaient dans des rues désormais propres et bien entretenues. La ville était devenue plus belle, plus juste, plus prospère.
Loretta prit dans ses mains la photo encadrée de son père qu'elle gardait sur son bureau. La seule qu'ils aient jamais prise ensemble, à l'hôpital, quelques jours avant sa mort. « J'ai réussi, papa. J'ai fait justice, mais sans devenir le monstre que Griffin était devenu. » Loretta Kane avait prouvé que la vraie victoire ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à utiliser le pouvoir pour construire un avenir meilleur, plus juste et profondément humain. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous, qu'auriez-vous fait à la place de Loretta? Et si, comme elle, vous croyez que le bien peut encore triompher du mal, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.